Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de À mes aïeux. Donc comme à chaque émission, je vais vous rappeler les 3 indices qui vous ont fait certainement découvrir le personnage de cette fois-ci. Donc le premier indice, c'est la commune de Mouchamps, dans le Nord Vendée. Le deuxième indice, c'est le Latam. Claude nous dira un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Et le troisième et dernier indice, c'est le pôle Nord. Donc voilà. Et maintenant, Claude, c'est à toi. C'est à moi. Alors bonjour. Bonjour Claude. Et bonjour aux téléspectateurs. Oui, eh bien, aujourd'hui... C'était facile, hein? Nous parlons... Ben c'est facile. Enfin, moi, Nous parlons d'un pilote d'avion intrépide et d'un grand aventurier. Il s'agit du commandant René Guilbaud. Ouais. Alors René Guilbaud, il est né à Mouchamps. Il est né à Mouchamps le 8 octobre 1890. Son père était apothicaire, sa mère était fille de commerçant et c'était une famille protestante, comme il y en avait beaucoup dans cette région de Mouchamps. Il a été à l'école communale, il a été au lycée de La Roche-sur-Yon, c'était un élève normal. Bon. Et puis il est entré à l'école navale grâce à une bourse que lui avait fait avoir le président Georges Clemenceau. Oh, non, il avait des relations. Hein. Président Georges Clemenceau qui n'était pas encore enterré à Mouchamps puisqu'il n'était pas mort. Ouais. Vous savez que Clemenceau est enterré à Mouchamps. Au Colombier. Mais aussi, au Colombier. Bon. Donc, il va à l'école navale, René Guilbaud, et il va sortir premier de sa promotion. Il va passer une guerre de 14-18 comme jeune enseigne. Il va avoir une conduite admirable pendant toute la guerre. Il va, on cite des tas de sauvetages qu'il a fait, ce qui fait qu'on va lui donner des hautes responsabilités, en particulier pour les centres d'aviation maritime de Millau et ensuite d'Ajaccio. Puis ensuite, il va diriger l'école aéronavale à Ourtin. Ouais, il va déjà... Et puis à Saint-Raphaël. Enfin, après la guerre, c'est déjà devenu un pilote très confirmé et bardé de responsabilités. Mais la guerre étant finie, la France et les autres pays se tournent un peu, prennent un espèce de tournant, et on commence à s'intéresser maintenant aux grandes expéditions, aux aventures, aux raids. Ah on appelle ça les raids. Les meetings populaires, les records, faire des records. Et René Guilbaud va faire une tentative pour rallier la France à Madagascar. Bon, cette tentative va échouer, mais enfin, il va quand même réussir à se poser, il va réparer, il va revenir par les grands lacs africains, il va rentrer en France où il va être ovationné et on va le décorer. Bon. On arrive là, on est déjà en 1926-27. Et si vous permettez maintenant, je vais passer à un autre personnage, mais nous allons revenir à René Guilbaud bientôt. Je vais parler du colonel qui deviendra général italien Umberto Nobile. Umberto Nobile était aussi un aventurier qui avait fait la Première Guerre mondiale, c'était un Italien. Et lui aussi s'était lancé dans les aventures, dans les raids, et il avait monté une aventure vers le pôle Nord avec le grand explorateur, aventurier lui aussi, Amundsen. Donc pôle Nord ? Au pôle Nord. Premier indice. Donc ils ont fait une expédition au pôle Nord qui s'est très bien passée à bord d'un dirigeable. Ouais. Un dirigeable. Et 2 ans après, ils décident de refaire, toujours le Nobile, le colonel Nobile, devenu général, décide de refaire une autre expédition au pôle Nord, toujours, avec un dirigeable qui s'appellera l'Italia.
Italia, du Très original. nom de son pays. Donc, ça va être l'expédition de 1928. Pendant ce temps, René Guilbeault, lui, est en France et à Caudebec-les-Elbeuf, sur la Seine, la ville de Caudebec-les-Elbeuf, il y a une usine qui fabrique, sous sa direction à lui, qui fabrique un avion qui s'appelle le LATAM. Le LATAM, on en est au 47e exemplaire, ce qui fait qu'il s'appelle le LATAM 47. Et déjà, on a vaincu l'Atlantique, car il y a déjà eu le passage d'ouest en est. Et lui, il se dit, mais il faut qu'on le fasse, la traversée d'est en ouest. Donc, il se prépare, et il prépare son LATAM, qui est un avion de 25 mètres d'envergure, à peu près, pour faire la traversée de France à New York. Bon. Pendant ce temps-là, Nobilet, lui, est parti avec son dirigeable vers le pôle Nord, son dirigeable italien, l'Italia. Mais là-bas, tempête, mauvais temps, et le dirigeable est ballotté, ce qui fait qu'à un certain moment, avec la tempête, la nacelle du dirigeable touche la neige. Il y a 9 des personnes à l'intérieur qui sont projetées par terre sur la neige. Soulagé, le dirigeable repart en hauteur en portant les 6 autres. Et on va apprendre peu de temps après que le dirigeable explose et que les 6 personnes, évidemment, explosent et disparaissent avec lui. Mais les 9 qui sont restés survivants sont là. Sur la neige, sont là. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de vivres, il fait un froid de canard, ils n'ont pas beaucoup de moyens de communication, ce qui fait qu'ils sont plusieurs jours avant de pouvoir arriver à donner quand même des nouvelles. Il y a une radio russe qui arrive à les capter. Donc, on voudrait envoyer des bateaux, mais on dit les bateaux, ça va être trop long pour qu'ils arrivent là-bas, qu'ils cassent les glaces, ça va être trop long. Il faut des avions, il y a un avion qui essaie mais qui n'arrive pas. Et on prévient la France, à ce moment-là, le Amundsen prévient la France, Amundsen qui n'était pas dans la deuxième expédition du dirigeable. Amundsen, c'était qui? Amundsen, l'explorateur, qui avait fait la première avec le général Nobilet. Il n'était pas dans la seconde, mais il était en Norvège. Mais il appelle la France, il dit à la France, pouvez-vous nous aider? Et le ministre qui était Georges Legge à l'époque, le ministre de la Marine, dit mais si on a un avion qui est capable d'aller loin, avec un homme dans cet avion, un Vendéen, c'est le LATAM 47 et c'est René Guilbeault. Et il demande à René Guilbeault de partir au secours de cette expédition du dirigeable Italia, dont 9 hommes sont en train de périr, d'aller périr sur la neige. De froid surtout. Alors, René Guilbeault va partir de Caudebec-les-Elbeuf avec son LATAM. Il va partir en Norvège et il va partir avec 4 de ses amis. Il va partir avec Cavelier de Cuverville, qui est copilote, avec son mécanicien qui s'appelle Brazzi, et avec le maître radio qui s'appelle Valette. Ils s'en vont en Norvège, ils s'arrêtent en Norvège pour prendre Amundsen avec eux. D'accord. Ils montent Amundsen avec eux et les voilà partis. Et ils vont aller à Bergen, ensuite ils vont aller à Tromsø. Oh là là. Tromsø, Tromso, tréma, au nord de la Norvège, mais on n'arrive pas à situer exactement où sont les 9 personnes. Ouais. D'autant plus qu'il y en a un qui est mort entre-temps, et il y en a 3 qui ont quitté le groupe pour essayer d'aller quelque part trouver du secours autre part. Finalement, on va réussir à savoir à peu près la zone où ils sont, et le LATAM s'en va là-bas. Mais le LATAM est d'abord obligé de se poser une première fois. Le LATAM est un hydravion. Il va se poser une première fois sur la neige,
il va redémarrer. On aura de ses nouvelles. Le 16 juin, il est à Bergen. Le 17 juin, il est avec Amundsen. Il prend Amundsen. Le 18, il est à Tromsø. Et là, la mer est houleuse, il y a de la tempête, mais le dernier message, c'est « tout va bien à bord ». Tout va bien à bord. Et après, on n'a plus de nouvelles. Mais après, plus de nouvelles. L'avion, l'hydravion plus exactement, s'enfonce dans la tempête. Et on sait pas. Et on n'a plus aucune nouvelle. Il y aura des recherches qui seront faites. Ouais. Des bateaux sont partis. On envoie pourquoi pas. On envoie des bateaux on envoie le Quentin Roosevelt. On envoie le Strasbourg. Et 3 mois après, on arrivera à trouver un flotteur, 2 réservoirs d'essence, mais plus de nouvelles de la carcasse et des survivants. Latam, qui a donc sombré, qui est considéré comme disparu corps et biens. Au mois de septembre, on arrête les recherches. Disparu corps et biens avec René Guilbeault, avec De Cuverville, avec Brasy, avec Valette et avec Amundsen. Ils sont disparus en mer. Alors, pour la petite histoire, ceux qui sont les rescapés du dirigeable Italia vont errer encore sur la banquise quelque temps. Un avion va arriver quand même là-bas et va prendre à son bord le général Nobilet. Ouais. Nobilet qui est blessé, qui a les jambes et les bras coupés. Et il dit, il faut absolument que vous partiez, qu'on vous emmène. Bon, on l'emmène. Les bateaux, au bout de quelques semaines, arriveront là-bas et récupéreront les autres. Et le général Nobilet sera dégradé pour avoir abandonné ses hommes le premier. Il sera dégradé. Mais lorsque, 3 ans plus tard, en 31, je crois, un monument sera érigé, un mouchant, bien entendu, d'abord, et un à Côtebec-les-Elbeuf, où sur la falaise, on voit le Latam 47 qui a l'air de sortir du brouillard, à l'inauguration, il y aura un civil anonyme qui sera là. Ce sera le général Nobilet, dégradé, mais qui sera là tout de même pour rendre hommage à René Guilbeault. C'est tragique. Voilà l'histoire de ce mouchant paix. Qui est mort jeune, René Guilbeault, qui est mort à 38 ans. Ouais. C'est tragique. Eh oui. Je sais pas quoi dire. Eh ben, on passe à la deuxième partie. Plus rien à dire. Ouais. Tout de suite. Alors, deuxième partie d'émission, et comme à chaque fois, nous allons vous parler toujours de l'environnement du personnage de René Guilbeault, mais à la manière... Non, c'est pas ça. On va parler. Pourquoi on ne chanterait pas? Ah ben, tu chantes, moi j'écoute. T'écoutes? Ah, je ne chante pas. Mais non, mais il faut chanter la guitare. Faut chanter en patois, je sais pas chanter en patois. Allons. Non, mais on va parler de quoi? On a eu une première partie quand même un peu tragique avec cette histoire tragique de notre grand aviateur. Ça m'a... tu vois, la journée, moi, elle est pas... Alors, mais quand les premiers avions sont arrivés en Vendée... Oui. Mais c'était pas des avions, d'abord c'était 12 aéroplanes. Des aéroplanes. 12 aéroplanes. Oui, mais en français, c'est des aéroplanes. Des aéroplanes. Alors, bien sûr, il y avait des fêtes partout, dans les petits patelins, les prés, avec un pauvre petit coucou, malheureux coucou qui arrivait se poser, mais tous les gars étaient en extase. C'était pas comme il y avait pas trop d'avions, là. Et puis, mesdames les chansonniers de l'époque ont fait des chansons. Il y en avait une, il y a Ernest Guyonnet, qui a écrit ses chantuseries et puis ses rigourdaines, et qui a fait une petite chanson, je vais vous la chanter. Il va prendre mon petit machin. Vous voyez, t'avais envie de chanter, hein. T'avais envie de chanter. Les chantuseries. D'Ernest Guyonnet. Guyonnet, oui. Ouais. Alors, elle a fait une chanson qui s'appelle Les Aéroplanes. Je vais vous la chanter. Il y en a vu de chez aéroplanes, on va en l'air comme les oséas, on traverse les mers, les campagnes, on vole haut, on vole bas, on moune, on pète, au buff, au pim, au tourne pareil à un moulin, au semble sur un frélin, qu'aurait un chauffeur sus les chines. Les bourricots, les bulles et chevaux, à l'emploi si vite ni si haut,
que ces espèces de gros océans qui se foutent en la goule en bas, qui se foutent en la goule en bas. Alors vous comprenez, c'est pour dire que les animaux, les bœufs, les chevaux ne vont pas si vite ni si haut que ces gros oiseaux qui se flanquent la figure par terre. Alors il y a pas mal de couplets. Oui, mais non. Ouais, on va tout faire, si, on va tout faire. On va pas tout faire. Non, mais il y a là en faire une autre. Parce qu'à la fin, il explique tout ça qu'il a vu dans la plaine de Luçon, et alors à la fin, il termine, il dit, quand on sera mu perfectionné, oh là là, il en achèterait un pour monter dedans. C'est trop cher. Le servira pour aller au marché, vendre nos volailles et puis nos œufs. Il promènerait la compagnie, voisins, amis, tous les parents. Et nous? Tous ceux qui voudront venir dedans. Une pièce de 100 sous, faudra me bailler. C'est pas ça gratuit. En attendant, chez gros océans, volions sans se foutre la goule en bas. Pour aller vendre nos poules et nos œufs, y a-t-elle-ront la charrette à but, y a-t-elle-ront la charrette à but. Non, faut applaudir, voilà. Applaudissez, parce que là, oui. C'est-à-dire, en attendant que ces grands avions, que ces grands oiseaux se cassent pas la figure, pour le moment, on continuera à aller au marché avec notre petite charrette à but. À but, qu'on a vu une dernière émission. À bœuf. Ou charrette à cheval aussi. Mais alors, dis-moi, René Guilbeault, avion, mais René Guilbeault, caille-caille. Gla-gla, le pôle Nord, là-bas, Tromsø, c'est 40 ou 50 degrés en dessous de zéro. Donc, chez nous, il n'y avons pas souvent... moins 50. Moins 50. Quoique cet hiver, ça pas... Ouais, non, pas moins 50. Moins 50, non, mais on a du vent. L'autre jour, on a eu du vent. Du vent, bah oui. La tempête, du vent. Mais le puits de la cure chez nous a été transporté à 200 mètres plus loin. Mais ça n'a rien à voir avec René Guilbeault, ça. Non, mais c'est quand même la tempête. Mais c'est pas la froidure. La froidure, c'est pas la froidure. C'est pas le froid. Donc là, on va parler du froid. Le froid, il fait froid, mais on fait frais. On fait frais, mais là, on faisait grand frais, d'abord. Grand frais. À Tromsø, là. Ou Tromsø. Et puis, évidemment, on se refroidissait. On se refroidissait. Parce que froidir, c'est on les frédir ou bien fredzir. Fredzir? Se fredzir. Fredzir, c'est devenir froid. Oui, ça n'a rien à voir avec... Fredzir. Ce suffixe zir, ça veut dire devenir. Maigrezir, ça veut dire devenir maigre. Mais quand on dit ça me fait zir, c'est devenir froid. Quand on dit ça me fait zir... Ah non, zir, ça c'est autre chose. Zir, ça c'est le mot dégoût. Dégoût, zir. Ça fait tort. Mais t'es pas zirou, non. Non, reste dans le froid. Dans le froid, la gelée. Mesdames, la gelée, c'est de la gya. Hein? C'est de la gya. La gya? Mais la gya, on a qui disent la ya. Vous endroits où on dit la ya, 2 L-A. En plus, ça s'écrit. Généralement, la gya, c'est la glace. D'accord. La ya. Oh ben, dans alors, souvent, sans qu'on fasse trop froid, mais quand même, on l'a doux matin, on l'a doux joue bien. Hein? Je comprends rien. Nous joue bien. Nous joue bien. Mais le joue bien, mais tu sais, la gelée blanche. La gelée blanche. Mais elle le joue bien. Le joue bien. La gelée, c'est toujours blanc. Le joue bien, mais le joue bien. Mais oui, mais le joue bien, puis de temps en temps, comment on dit, le joue bien passera sous la planche. La gelée blanche passera bien sous la planche. Passera bien sous la planche, parce que la gelée blanche, au bout d'un moment, quand il y a un petit peu de soleil, ça fond, puis ça devient de l'eau. Et donc, ça passera bien sous la planche, parce que dans le marais, il y avait des planches pour passer d'un pré à un autre. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. D'accord. D'un pré à un autre. Donc, on dit, le joue bien passera bien sous la planche. Et la neige, tu dis comment? Hein? La neige, la neige. Mais quand il tombe des petits flocons, on dit Oché du haribo. Oché, c'est le verbe choir. Oui, j'ai chu. Chu, J'ai oui. Chu, oui. Mais oché, ça veut dire tombe. De haribo, c'est de petits machins, de petits machins bien, de petits flocons. Pas des flacons. Alors là, madame, quand
quand que t'es dehors longtemps, puis que te frédis, ben, t'attrapes nos écartures, ben, dans nos partissures. C'est nos gerçures. Ah oui. Les gerçures. Aux mains et aux pieds. Hein. Les gerçures. Aux lèvres aussi. On a qui disent nos cricures, d'autres qui disent nos partissures, d'autres qui disent nos écartelures. Sur les que t'as les mains là. Tout engourdi. Oui, je sais. Puis tu commences à dordoyer. Tu te commences à dordoyer. À grelotter. À grelotter, voilà. Voilà. Parce que tu peux dordoyer avec les ailes. Quand oui, mais ça, c'est pas le froid, ça. Les ailes, mais quand on est le corps qui dordoye, dans les gueulottes, dans les gars, fait pas chaud. Et puis, bien aussi quand t'as fait frais, mais t'attrapes la grappe. La grippe? Non, pas la grippe, la grappe. La grippe? Mais c'est pas la grippe qui est la grappe. Mais la grappe, c'est pas la grippe, la grappe, c'est l'onglet. Ah? Oui, les gens du monde disent l'onglet, attrapez l'onglet. C'est quoi l'onglet? Oui, l'onglet, mais quand t'as des fois, mets-toi dehors, quand on fait moins 40. C'est-à-dire que t'as les mains tout engourdies? T'attrapes pas l'onglet, t'as le bout des ongles tout ça s'appelle la grappe. T'as le bout des mains gelé, complètement. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent encore? Mais je sais pas, après, mesdames, le dégel, au déjou, quand tu dégèles. Ouais, déjou. Mais, alors, les engelures, c'est l'ougorès. L'ougorès, c'est un gars qui est plein d'engelures, on dit que les goretés. Mais goretés, c'est pas... Les goretés, non. Goretés, c'est sale? Ah, mais ça aussi, oui. Parce que tu peux goretter une pièce. Tu gorettes une pièce, tu salis une pièce. Mais gorettaille, c'est que t'es plein d'engelures. Des engelures, des machins, parce que t'as gelé, quoi. T'as pas des dictons? Des dictons? Oh, ben là, des dictons, mais, on la manque pas, mais enfin, mais le joue bien, on va passer sous la piance, je vous ai dit. La trasuble, on va mouiller. Attends, la trasuble, c'est quoi? La tra. La tra, c'est le trait. La trait. La trait, c'est... C'est un oiseau. C'est un oiseau à une sorte de grive. Ah oui, c'est un oiseau. De grive. Alors, quand la tra sub, c'est sifflé. Oui. Quand la trait siffle, mais on va mouiller. Il va pleuvoir. D'accord. On va mouiller. D'accord. Ça, c'est un signe. C'est un signe de pluie. De pluie. Quand le pivre lac, mais l'appelle lève. Le pivre. Attends, le pivert. Mais oui, le pivre. On a qui disent le pic. Mais le pivre. Et lac, tu m'as dit quoi? Mais quand le lac, le fait de bruit avec son bec, là. Je comprends rien. Oui. Quand le pivre lac, mais on dit que l'appelle lève, c'est-à-dire il appelle la pluie. La pluie. Mais oui, ça veut dire qu'il y a là encore, quand tu entends le pic qui pique dur, mesdames. Tu fais super bien le pic. Moi, je fais bien le pic. Ouais, tu fais super bien. Ah, ben oui, moins bien que De Funès dans Pivert. Oui, c'est vrai. Non, ça se vaut. Ça se vaut. Mais oui, mais enfin. Ah, mais. Non, mais il y en a plein, mais il y en diront dans le prochain coup. Ce que tu feras, c'est que tu nous feras un patois sur le beau temps. Ah, mais attends, mais on en a d'autres, parce qu'ils n'ont pas parlé du vent. Du vent. Parce que du vent, on en a plein. Le vent, quand le vent se met à bauler. Bauler, c'est hurler. Bauler, aussi les bonhommes qui chantent le tantôt des noces, se mettent à bauler. Ouais, mais on fera une autre émission. Ben là, Ils n'ont pas baulé pendant 2 heures. On va s'enrhumer en plus. On va s'enrhumer. Oui. Voilà. C'est le mot de la fin. À force de parler au froid. Alors, prochaine émission d'À mes aïeux. Prochain personnage, donc je vais vous donner les 3 indices qui vont, je l'espère, vous faire deviner ce nouveau personnage. C'est un homme. Bon allez, je le donne. C'est un homme. C'est pas le premier indice. Le premier indice, c'est le mot notariat. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Non, c'est pas Claude. Le deuxième indice, c'est une chanson. C'est une chanson pour Hélène, exactement. Et le troisième et dernier indice, c'est une maladie, c'est le choléra. Mauvaise Je crois qu'on va maladie. douiller, ouais. Mauvaise maladie.
Si vous avez découvert le personnage qui se cache derrière les 3 indices que vient de vous donner Adèle, vous avez peut-être gagné une place pour l'Historial de la Vendée ou un guide touristique. Pour participer, c'est très simple, envoyez-nous votre réponse par courrier, par téléphone ou par mail et n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées.